Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'apprêtais, comme les précédents orateurs, à remercier chaleureusement Édouard Baird, mais après l'introduction délicate qu'il vient de me proposer, je réserverai mes remerciements pour la fin. Bon, d'abord, vous dire qu'aujourd'hui, la qualité de l'air à Paris est bonne, hein. Je viens de consulter le site d'Air Paris, donc après l'excellent exposé d'Armel Baeza, je pense que c'est le moment de prendre un bon bol d'air. Et l'exercice de cette dernière intervention, en effet, c'est de vous montrer concrètement la façon dont toute cette connaissance, et vous avez vu qu'elle était plurielle, riche, évolutive, peut se traduire dans un organisme opérationnel tel que AirPACA, AirParif. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu leur constitution et les questions qui restent finalement pour nos organismes, à la fois sur un plan technique, ça a été largement évoqué par Jean Siard, de nouveaux appareils arrivent, comment est-ce qu'on intègre ces dimensions, qu'est-ce que l'on peut en dire, qu'est-ce que l'on peut en faire, mais également dans le message que nous faisons passer à la fois vers les décideurs et bien sûr le public, parce que toute cette science n'est pas forcément toujours audible. Je pense que l'information sur la santé aujourd'hui commence à être bien connue, mais vous voyez que là on est quand même avec des choses qui sont difficilement intégrables, notamment dans le quotidien, qui n'est pas toujours facile. Alors, si on commence par présenter nos structures, donc les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, agréées parce que nous sommes agréés par le ministère de l'écologie. Alors, c'est une petite particularité française. La plupart des organismes homologues dans les autres pays, en Europe, mais dans le monde quasiment, ont effectivement un statut d'agence. Et donc en France, le choix qui a été fait par la loi depuis le départ, ça a été d'associer l'ensemble des acteurs dans des structures associatives. Mais au fond, on a effectivement cette fonction d'agence, donc l'introduction était très bonne. Je suis accompagné aujourd'hui de mon président, donc comme toute association, nous avons effectivement un président, un bureau, un conseil d'administration, avec une particularité, c'est que pour être agréé par l'État, il faut que 4 collèges soient représentés. Et donc vous retrouvez autour de la table l'ensemble des parties prenantes, enfin en tout cas la plupart, qui sont intéressées de près ou de moins par cette question de l'air. D'abord l'État pour ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation, j'y reviendrai, les collectivités territoriales, les industriels, de plus en plus élargis puisque beaucoup d'activités économiques aujourd'hui viennent dans nos structures, et puis bien sûr les associations de défense de l'environnement et des personnalités qualifiées, parmi lesquelles des médecins par exemple. Alors, beaucoup des intervenants précédents ont présenté les enjeux. Je vais aller assez vite sur cette question, mais quand même pour vous montrer les implications sur un plan opérationnel et les questions sous-jacentes que cela pose. Sur l'Europe, donc vous avez ce grand chiffre qui est régulièrement mis à jour avec cette mortalité anticipée qui est poussée aujourd'hui par les pouvoirs publics et qui, on va le voir, est le fer de lance de la politique européenne aujourd'hui. Hein, le credo, c'est réellement de faire en sorte que la situation continue de s'améliorer. On verra les chiffres tout à l'heure. On a des chiffres ici pour la France. La concrétisation assez précise pour l'Europe et donc pour la France, c'est quand même la directive de Clean Air for Europe, CAFE, qui est la résultante d'un travail au début des années 2000 qui avait déjà donné ces grands chiffres. Alors, c'est pas tout à fait anodin parce que pour la première fois, on avait ces grands chiffres qui étaient publiés par l'Europe, conjointement avec l'OMS. Et la question, finalement, de ce travail dans CAFE était est-ce qu'il faut continuer à poursuivre une politique ambitieuse en matière de qualité de l'air en Europe ou est-ce qu'il faut passer à d'autres sujets? Et pour la première fois, on a eu des chiffres de santé-environnement un peu concrets sur lesquels on a eu réellement une politique fondatrice forte, nouvelle de l'Europe. Alors, c'est pas tout à fait anodin parce que la traduction des directives européennes, vous le savez, c'est bien sûr une implication pour les États membres. Et donc l'Europe a donné à la fois des obligations en termes d'action, on va le voir tout à l'heure, notamment à travers les plans de protection de l'atmosphère, mais pour la première fois a fixé également des normes limites, j'y reviendrai, ça a été évoqué tout à l'heure, normes contraignantes pour les États membres que la France et notre région en particulier a du mal à respecter. Dans les éléments qui peuvent un tout petit peu bouger aussi les décideurs et faire prendre conscience de l'importance de ce sujet, on est encore souvent dans cette démonstration, même si je crois que la population aujourd'hui en est consciente. Il y a un travail très important du Sénat dont la publication a eu lieu en 2015, donc de Jean-François Husson, qui a tenté d'estimer pour la France le coût annuel de cette pollution atmosphérique. Donc pas uniquement les particules, bien entendu, hein, c'est beaucoup plus large. La question de l'impact sanitaire, bien sûr l'impact agricole, de la perte d'attractivité également. Et vous voyez que ce chiffre est extrêmement mobilisateur potentiellement.
Si on s'intéresse aussi à la communication de l'Europe sur cette question, elle nous explique que le coût de l'attentisme, le coût de l'inaction, ça c'était une communication en 2013, est 12 fois plus élevé que le coût d'action. Donc, impact sanitaire qui devrait un peu tous nous fédérer, et puis les impacts économiques qui, on le sait aujourd'hui, sont majeurs. Et je ne parle pas des images, en effet, la notion d'attractivité. Nous sommes, comme l'Île-de-France, une région extrêmement attractive sur le plan touristique. On sait que parler de pollution atmosphérique et de territoire, c'est pas toujours facile, mais ça peut concerner des choses un peu inattendues. Par exemple, aujourd'hui, quand les fonds de pension viennent investir sur des territoires, ça fait partie des critères qui sont regardés. Et investir dans une zone polluée, de la même façon, eh bien, c'est pas forcément aujourd'hui très bien vu. Il y a des liens, et ils ont été largement évoqués également pendant la journée, entre, bien sûr, l'air, le climat, la question énergétique, la santé. On va voir que dans les applications concrètes, les poids sont évidemment pas tous identiques dans ces 4 dimensions. Le poids énergétique, évidemment, étant extrêmement fort. Et dans la présentation juste après, vous verrez qu'il y a des petites zones de rencontre sur lesquelles on a à réfléchir. Jean-Luc Jaffrézot a largement présenté ce matin le cas de l'Arve, où on voit bien que dans un cas, on a la promotion du bois énergie, qui est évidemment une des solutions renouvelables promues par les collectivités largement, et ça a beaucoup de sens sur le plan climatique quand le bois est local. À l'inverse, on constate que la pollution dans ces zones, et vous allez voir que c'est beaucoup plus général que la vallée de l'Arve, est largement liée en hiver à cette utilisation du bois. Et donc, bon, au fond, on est sur des zones de rencontres et de conflits potentiels, mais on voit finalement que ces conflits sont plus liés à des manques d'intégration, et j'y reviendrai dans le détail. Enfin, on a parlé de l'air que nous respirons, et j'ai entendu quand même, je crois, au moins une fois, le principe d'inhalation. Je crois que c'est important de prendre conscience de la quantité d'air qui passe dans nos poumons quotidiennement. Alors, c'est vrai qu'on ne nous le vend pas, sauf dans quelques bars plus asiatiques, mais enfin, c'est bien d'avoir en tête ces 15 000 litres en moyenne, parce que lorsque nous faisons du sport, ça a été évoqué, ce volume croît de façon très importante, qui passe dans nos poumons sans que nous y réfléchissions, et toutes ces particules qui viennent effectivement agresser quotidiennement nos fonctions pulmonaires. Je vais aller très vite sur cette question du lien entre air, climat et énergie, mais c'est vrai que la question des particules et de l'aérosol est complètement au cœur de beaucoup de ces zones de rencontre. D'abord affirmé fortement, et c'est un relais extrêmement intéressant pour nous qui sommes au contact des collectivités, des acteurs publics, des politiques qu'ils mènent pour lutter contre le changement climatique, qui est quand même un moteur important aujourd'hui porté politiquement. Oui, agir pour le climat et l'air, ça va dans le même sens. Globalement, moins on émet de carbone dans l'atmosphère, donc moins on a d'impact climatique et moins on a de pollution. C'est particulièrement important pour les pays du Sud. Prochainement, Pierre-Charles Maria ira à la MEDCOP 22 pour animer un colloque sur qualité de l'air et santé, donc ce sera à Tanger. Il est clair que dans les pays du Sud, souvent le message qui est fait passer aux pays du Nord, c'est on ne veut pas payer la facture climatique du Nord, mais par contre, là, on a un vrai moteur avec la pollution atmosphérique pour une action concrète, actuelle, pour la santé de ces populations. Et donc, on trouve un écho potentiel beaucoup plus important. Alors, dans les zones de rencontre, je vais passer assez vite, mais c'est bien d'en avoir conscience. Le bois énergie, je l'ai évoqué rapidement. La question de l'air intérieur, c'est vrai que nos structures sont de plus en plus appelées pour intervenir soit en mode pompier dans des bâtiments tout neufs, donc ils sont généralement extrêmement bien conçus, mais la chasse au gaspillage énergétique fait que on oublie de faire tourner la ventilation parce que finalement ça consomme de l'énergie. Et donc oui, il faut effectivement penser à l'air qu'on respire, donc utiliser ces technologies. Et puis, dans la rénovation du bâtiment, vous avez peut-être été confronté à ça, mais les artisans, généralement, sont très fiers de vous montrer que plus d'air passe dans les nouvelles menuiseries qui ont été posées, par exemple. Et donc, dans les pratiques, ça doit induire aussi des changements de comportement manifestes qui passent par l'ouverture des fenêtres plus fréquemment ou, bien sûr, l'entretien des ventilations mécaniques lorsqu'il y en a. La dieselisation du parc, alors que c'est une question qui est un peu derrière nous en termes de choix politiques, mais qui est bien sûr d'actualité en termes de parc, avec l'impact du bonus-malus, qui a clairement favorisé des petits véhicules diesel à l'époque non équipés de filtres à particules. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui, puisque la durée de vie de ces véhicules est malheureusement assez longue. Et puis, une question que je n'aurai pas le temps de décrire dans le détail, mais bien sûr la densification urbaine, qui, lorsqu'elle s'accompagne d'une densification de trafic
véhicules thermiques toujours importante, eh bien évidemment, ne va pas forcément dans le bon sens. Densification urbaine allant plutôt dans le sens d'une économie de l'énergie globale et donc étant une des réponses sans doute chasse au gaspillage énergétique, et la deuxième étant plutôt une réalité que nous vivons encore dans beaucoup de territoires. Alors je vais aller vite sur celle-là parce que, et j'y reviendrai, donc Armelle l'a présenté, donc effectivement il y a un certain nombre d'études qui font date. Alors dans le cas de Marseille, AFECOM avait pointé la ville comme étant la plus polluée de France. Et donc les impacts, en tout cas les gains sanitaires attendus, puisque ça avait été présenté de façon très diplomatique et intelligente. Bon, vous constatez évidemment que ce n'est pas la situation au niveau européen, donc on se situe plutôt en milieu de classement. Je reviendrai sur cette question de la situation de Marseille. Nous avons aujourd'hui à l'échelon européen donc une agence européenne de l'environnement qui publie des cartographies. Donc vous pouvez voir également que bon, la France s'illustre pas forcément comme étant le pays le plus concerné par la question. On reparlera de la plaine du Pô, hein, la zone italienne qui est tout à fait à l'est. Là, vous voyez que c'est assez rouge pour montrer qu'il y a aussi des transferts, évidemment, entre ces zones et par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ici, une carte très simpliste presque de la situation pour vous montrer la façon dont on essaye de pousser cette information vers des organismes qui font ce qu'on appelle le porter à connaissance. Vous savez que dans les documents de planificateurs, il y a des obligations. L'État, notamment, mène un certain nombre d'appréciations sur les plans. Et c'est vrai qu'on a évoqué beaucoup de paramètres aujourd'hui. Et donc, l'objectif de cette information était simple. C'était de dire quelles étaient les communes concernées par un dépassement de normes limites. Alors là, c'est NO2 et PM10, donc les oxydes d'azote, qui est un gaz. Et pour simplement attirer l'attention de la personne qui va analyser le plan, alors que ce soit un plan de déplacement, un plan d'aménagement du territoire, un SCOT par exemple, pour simplement qu'ils se disent « Ah, attention, sur cette commune, il y a des questions liées à l'air de façon plus importante ». On a vu qu'il y avait un effet sans seuil, hein, donc il faut toujours être prudent sur cette question, mais par rapport à ces normes limites, hein, je suis très concerné par cette question. Au fond, une question plus administrative. Vous voyez que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc tout à l'heure on a évoqué Paris, alors je crois que le chiffre qui a été donné c'est 3 millions, moi j'ai en tête plutôt 2 millions, mais enfin l'ordre de grandeur est celui-là, ça concerne 350 000 personnes sur leur lieu de résidence, et de temps en temps on a tendance à dire oui c'est l'exposition des personnes. Je pense qu'il faut être précis avec ça, c'était l'exposition potentielle sur leur lieu de résidence, et on verra, et ça a été déjà évoqué largement, qu'évidemment l'exposition individuelle est parfois un peu éloignée de cette question, hein, puisqu'elle est aussi relative à tous les micro-environnements dans lesquels nous sommes. La pièce dans laquelle nous sommes, évidemment, a une influence sur l'air que nous respirons en ce moment. 350 000 personnes pour la norme limite. Lorsqu'on regarde la situation cette fois-ci vis-à-vis de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est pour les PM10 ici, ce que l'on peut dire de façon un peu brutale, c'est que ça concerne une très grande majorité des habitants de la région PACA, puisque c'est 90% de ces habitants qui sont soumis à ce dépassement de cette recommandation. Avec des choses évidemment qui sont plus ou moins évidemment fortes, hein. Alors on a la chance d'avoir une partie alpine qui est relativement protégée, je ne parle pas des vallées, plutôt les parties un peu en altitude, mais pour la population elle est largement soumise à cette pollution, et quand on dit 90%, ça veut dire que cette question elle est relativement encore durable, hein, même si on va voir que les tendances s'améliorent. Alors si on s'interroge quelques instants sur cette question des références, parce qu'on entend, et aujourd'hui je crois que ça a été aussi souvent abordé, la question des normes. Alors il faut avoir en tête d'une part que les normes sont là pour, de façon conventionnelle, administrative, pour fixer des limites. Hein, quand on entend qu'il n'y a pas d'effet de seuil, à partir de quel moment on considère qu'effectivement une population, l'Europe, pour le coup, dans le cas d'espèce, c'est elle qui légifère sur ces questions, doit mener des actions qui sont atteignables. Hein, et donc là, on va arriver effectivement à une notion d'équilibre avec la technologie disponible, l'économie et le social. Alors, en guise d'anecdote, quand pour la directive donc CAFE en 2008, on a fixé la fameuse norme pour les PM2,5 qui a été citée tout à l'heure de 25 microgrammes par mètre cube, dans le même temps, aux États-Unis, au niveau fédéral, ils s'interrogeaient pour passer cette norme de 15 à 14.
Donc vous voyez qu'on est sur des choses qui sont parfaitement adaptables. Aujourd'hui, lorsqu'on va en Californie, cette norme est à 12. Et si maintenant on se réfère à la recommandation de l'OMS, c'est 10. Donc c'est important d'avoir toujours ces éléments en perspective. Donc une norme, évidemment, c'est un compromis, c'est une convention. Alors l'Europe nous a dit quelque chose d'important en 2013. Alors depuis un changement de gouvernance, on n'a pas eu forcément de communication, mais une chose assez simple, c'est que on constate, et on l'a vu effectivement à travers l'Île-de-France ou la région marseillaise, que les normes limites, donc ces fameuses normes que devaient atteindre les États membres, ne sont pas respectées. Donc ça se traduit d'une part par un contentieux entre l'Europe et les États membres et les régions concernées. Donc ça, c'est une question qui est largement relayée dans la presse, avec des amendes substantielles potentielles. Mais surtout, ce qu'elle nous dit, c'est que l'avenir de ces normes, c'est potentiellement de tendre vers les recommandations de l'OMS. Alors, on voit aujourd'hui que c'est une situation, une question qui est compliquée, mais en termes de projection, et nous sommes amenés à évaluer les plans, les fameux plans de protection de l'atmosphère, les plans de déplacement urbain, les SCOT, qui ont des durées de vie qui sont plus ou moins longues. Et donc, il est important dans ces éléments de comparaison, à la fois de comparer par rapport à ces normes limites que nous devrions déjà respecter, donc c'est souvent ce qui est fait, mais aussi d'être capable de prendre ces recommandations de l'OMS, qui de la même façon, d'ici 10 ans ou 15 ans, sont peut-être amenées à bouger, mais qui sont évidemment beaucoup plus sévères et qui permettent de voir la réelle ambition de ces plans, en tout cas pour cette dimension. L'élément qui peut-être a un petit peu basculé depuis une quinzaine d'années, je crois que beaucoup des intervenants et les ASQUA y ont contribué, l'État également, dans cette ambition de modifier et d'améliorer la situation, c'est évidemment cette prise de conscience sociétale de la question de la santé-environnement. C'est vrai pour l'air, c'est vrai pour l'eau de boisson, ça l'est également bien sûr pour les aliments. Et ça change, de mon point de vue, énormément la situation par rapport à la question de l'air. J'y reviendrai en conclusion, mais c'est vrai que la question de l'air, jusqu'à présent, était quand même un peu phagocytée par les mêmes acteurs. Alors l'Europe, qui légifère et qui donne des normes qui sont évidemment pas acceptables parce qu'elles viennent de loin. Les scientifiques, mais finalement, on ne comprend pas toujours, et je nous inclus évidemment dans cette partie-là. Et en gros, la météo de l'air, elle est donnée toujours de l'extérieur, et de façon assez descendante. Et la traduction, notamment lorsqu'il a été question de mettre en place des zones d'action prioritaires pour l'air, c'est on nous met des contraintes supplémentaires, on nous dit qu'il ne faut plus utiliser les cheminées à Paris, mais finalement, on ne comprend pas trop le fond de ça. La santé-environnement, évidemment, elle modifie un petit peu cette donne parce qu'elle sort de cette logique administrative qui n'est pas toujours bien comprise, et surtout avec les outils dont je parlerai tout à l'heure. J'ai vu avec plaisir qu'il y avait des miniaturisations, par exemple de black carbone, qui étaient envisagées, à travers l'exposition individuelle, non pas simplement calculée, puisqu'aujourd'hui on a des modèles sur la plupart des grandes villes qui permettent d'évaluer cette exposition potentielle, avec des temps qui sont de plus en plus courts, mais bien sûr, cette fois-ci mesurée par le plus grand nombre, eh bien, va à la fois bien sûr faire prendre conscience peut-être de l'exposition et des impacts sanitaires qui ont été présentés tout à l'heure, mais peuvent constituer sans doute un véritable levier d'amélioration de la situation. Un petit exemple avec lequel on a, nous, un petit jeu ludique dans les écoles. On est en train d'amener aujourd'hui l'idée de faire des mesures de dioxyde de carbone avec différentes couleurs lorsque, effectivement, le dioxyde de carbone atteint des niveaux importants. Alors, on ne parle pas tout à fait de la santé, parce que le CO2, c'est l'air que nous exhalons, mais ça traduit simplement le confinement de la pièce, et à travers ces démarches-là, eh bien, ça permet de changer les comportements de façon peut-être un petit peu moins négative que ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Un des éléments importants de l'équation qui a été posée aujourd'hui, c'est que tout ça s'accélère fortement. Lorsqu'on pose le sujet sur le plan de la santé-environnement, on n'est plus simplement dans la question trafic ou chauffage ou industrie, mais on est finalement dans des questions qui sont beaucoup plus locales et dans des sources qui sont beaucoup plus dispersées. Ça peut concerner la question des pesticides, un certain nombre d'usages, la cuisine, les peintures. Alors, tout ça commence à être un petit peu connu en termes de rejet, mais une des lacunes profondes de la démarche, et la question qui va vraiment, le défi qui va se poser pour la société en termes de réponse, et les ASQUA en particulier, c'est la question des référentiels. Je vous ai dit, il y a des normes limites, il y a des recommandations de l'OMS, mais pour beaucoup de composés dont on est capable aujourd'hui d'apporter des chiffres,
Et Jean-Luc Jaffrézo, qui est au fond de la salle, nous a montré les dizaines, voire les centaines de composés qu'il mesure. Dans certains, on peut trouver des caractères toxiques, cancérogènes, reprotoxiques. Au fond, ça pose la question de à quoi on les compare, avec la dérive, parfois, que dès qu'on en trouve, évidemment, il y a un risque. Alors en termes de tendance, je crois que c'est important de constater que la situation, peut-être paradoxalement, puisque la prise de conscience, elle croît, elle a plutôt tendance à s'améliorer de façon assez nette. Vous avez ici pour différents paramètres, donc vous avez en haut à droite les oxydes d'azote et les particules qui ont été mises en parallèle. Donc on voit que la situation s'améliore pour la plupart des composés, alors à l'exception effectivement de l'ozone dans l'hémisphère nord. Des problématiques qui sont d'une échelle d'ailleurs souvent qui est supra-régionale. Voilà. Tac. Alors, un des moteurs, évidemment, enfin les deux moteurs principaux aujourd'hui qui sont à l'œuvre, c'est à la fois le moteur de la réglementation internationale, donc l'Europe dans le cas d'espèce pour nous, donc avec les fameuses, pour les véhicules par exemple, les fameuses normes Euro, dont on a beaucoup parlé avec les affaires chez les constructeurs, qui a été plus pointé que les autres, mais manifestement la question a été un peu plus générale. Et puis, bien évidemment, au niveau local, tous les plans d'action qui sont venus s'ajouter à ce trend, parce que quand on regarde finalement la tendance à l'échelon régional, on retrouve à peu près cette même tendance à l'échelon national. Donc c'est vraiment cette évolution technologique qui donne la tendance générale. Mais pour les points noirs, pour les situations évidemment plus densément peuplées, là où on a encore beaucoup, par exemple, de voitures ou d'industries, c'est bien sûr la planification qui prend le relais, donc les politiques urbaines et industrielles. Et donc on a sur chaque territoire où on dépasse les fameuses normes, c'est l'outil français qui a été mis en œuvre, des plans de protection de l'atmosphère. Donc vous avez ici un état en 2013 de la situation pour le plan de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône, qui est en région PACA le département le plus concerné, beaucoup d'industries, on y reviendra, et puis une agglomération importante avec plus de quasiment 2 millions d'habitants. Donc on est capable, effectivement, alors on a vu des modèles également, aujourd'hui, de faire des projections, avec des hypothèses, des incertitudes, bien entendu, de ce que peuvent donner les plans par rapport à la tendance générale, donc, ou en les intégrant, là dans le cas d'espèce c'est le cas. Ce qu'on peut dire de ces projections, c'est qu'en général, elles sont plutôt optimistes. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Moi, j'ai commencé en 95 à travailler sur ces questions. À l'époque, on disait, dans les années 2000, tout sera résolu. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire que la technologie va tout résoudre. Donc, c'est vrai qu'il est important, de garder la tête froide par rapport à ces résultats, mais en même temps, de dire que les choses vont dans le bon sens, pour encourager les acteurs publics dont les décisions ne sont pas toujours faciles. Ils s'opposent à, évidemment, des habitudes. J'évoquerai tout à l'heure le brûlage des déchets verts, qui est une question qui n'est pas si simple au fond, même si économiquement ça n'a pas d'intérêt. Et donc on voit bien que là on a besoin aussi de temps en temps d'expliquer le bien fondé des décisions, même si il faut être attentif quand même, et nous c'est notre rôle, de rester objectif en tant qu'observatoire. Alors cette tendance depuis 2000, donc là on a une courbe en fait qui est normalisée à l'année 2000, donc on a pris toutes nos stations, on a divisé la concentration par son niveau, et donc simplement ce qu'on a ici c'est l'évolution en termes de pourcentage par rapport à l'année 2000, d'abord en moyenne, donc c'est le trait noir, et puis pour l'ensemble des stations. Ce que l'on voit, c'est que pour les PM10, on l'a vu précédemment, on a une évolution assez nettement maintenant à la baisse depuis les années 2008, jusqu'à 2008, très objectivement, et quand on remonte un petit peu, on avait plutôt une tendance à la stabilisation. Donc on a quelque chose aujourd'hui qui s'affirme dans le bon sens, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ce que l'on peut dire également, alors je pourrais le montrer pour les oxydes d'azote où c'est encore beaucoup plus flagrant, c'est qu'évidemment on a des réalités de territoire en termes de trajectoire qui sont différentes et qui renvoient bien évidemment aux politiques urbaines ou aux politiques industrielles dans le cas d'espèce. Alors les quelques slides qui suivent, qui viennent du LISA, donc en microscopie à balayage, je ne vais pas les passer très vite, mais vous dire que les particules, et vous l'avez compris à travers cette journée, c'est une question qui est extrêmement plurielle. Donc ici, on a un peu de sel marin, par exemple, du matériel biologique, des cendres volantes, donc là on est plutôt sur, ça a été montré je crois ce matin par Jean-Luc. Des questions aussi qui viennent du terrigène. Donc là, ici, on a par exemple des choses qui viennent du sol. Alors ça, c'est un peu un problème parce que lorsque
on regarde la situation dans les villes du Sud, ça a été évoqué pour l'Afrique, mais c'est vrai pour le sud de la Méditerranée, c'est vrai que ces particules terrigènes, elles peuvent jouer un rôle non négligeable. Alors c'est vrai quand on a des flux sahariens, j'en montrerai un exemple, bon, ceux-là on sait bien les caractériser, c'est plus vraiment un problème, mais au fond, ils contribuent quand même au niveau de fond. Et un des éléments qui nous faisait un petit peu peur quand la norme a été posée sur les PM10, c'était de constater quand même que dans la fraction entre PM10 et PM2,5, les fameuses corses qui ont été montrées tout à l'heure, on a ces fractions-là. Et on se disait, mais finalement, évidemment, on n'a pas d'impact, en tout cas locaux, même si on prenait un petit peu d'échelle, évidemment, avec le changement climatique, la désertification, on peut se dire que tout ça est lié. Et donc, nous, on aurait plutôt privilégié des fractions un peu plus fines, pour être plus en accord, finalement, avec les indicateurs qui relèvent des activités locales plutôt liées à la combustion. Bon. Pas refaire le monde, mais enfin, c'était une réflexion. Pour terminer, pour les petites photos, et celles-là, vous en avez eu abondamment aujourd'hui, et ça vous redonne un petit peu l'échelle de ces choses-là, ce sont effectivement les suies diesel, qui ont vraiment cette caractéristique d'être très fines. On dit qu'elles sont centrées sur 0,1 micron, et donc elles sont très bonnes candidates pour aller effectivement se stocker dans les alvéoles, ça a été bien montré tout à l'heure. Alors la fonction de nos observatoires, elle est en définitive assez simple. Nous, on est d'abord un opérateur technique, alors on fait des mesures, on va voir un petit peu la façon dont elles évoluent. On utilise beaucoup les outils aujourd'hui de modélisation pour faire de la prévision, pour faire de la cartographie, pour faire des scénarios. De plus en plus, on demande aux gens aussi de participer à cette observation. C'est vrai que on avait peut-être pris de mauvaises habitudes en la matière, mais en considérant que quand on faisait des mesures, c'était la vérité. Moi, j'ai vécu quelques expériences à Marseille, notamment dans les premières années où on mesurait les métaux, où dans une zone, on considérait que l'air était parfaitement bonne, et puis, du jour au lendemain, c'était devenu le petit métal Europe du Sud. Donc, je crois qu'il est toujours prudent, en tant qu'observatoire, de connaître les limites de ce que l'on fait. Bien sûr, une expertise, et je crois que cette question-là, il est important de la mettre en avant. On a la chance en France d'avoir une expertise qui est bonne. Chercheurs, vous l'avez vu aujourd'hui, je crois que dans les ASCOA, c'est le cas également. On a aussi beaucoup de bureaux d'études qui sont impliqués sur cette question. Dans la logique un petit peu de savoir-faire, transfert de savoir-faire, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête au niveau mondial. Et dans notre métier, évidemment, c'est d'essayer de digérer toutes ces informations pour à la fois les pousser vers le grand public ou les publics, parce que finalement, on se rend compte aujourd'hui que les questions sont de plus en plus diverses. Donc notre credo est assez simple. Donc, toutes les données qui sont élaborées par nos structures sont publiques, donc on les met sur nos sites Internet. Mais également élaborer des bulletins, notamment d'alerte, j'y reviendrai, et puis pousser cette information, mais j'ai envie de dire de plus en plus accompagner les acteurs dans les décisions qu'ils prennent. Et donc une des orientations que nous prenons aujourd'hui encore plus forte, jusqu'à présent on parlait d'aide à la décision, aujourd'hui on assume pleinement l'idée d'être dans l'accompagnement, surveiller ou informer pour agir. Parce que objectivement, vous l'avez entendu aujourd'hui, je crois qu'on est tous conscients que l'important, c'est vraiment de faire en sorte que la situation s'améliore lorsque c'est nécessaire. Alors, quelques exemples d'épisodes de pollution, même si, vous l'avez compris, c'est vraiment la moyenne, l'exposition moyenne qui est importante, mais ça permet de voir aussi quelle est la diversité localement des questions qui se posent en termes de sources. Donc ici, on a un épisode assez caractéristique hivernal. Situation d'inversion thermique, ça a été évoqué tout à l'heure, donc un petit plafond qui vient limiter la dispersion verticale des polluants. Et donc ce que l'on voit, c'est que pas beaucoup de vent horizontal, un plafond, eh bien les choses s'accumulent. Et donc notre chaîne de modélisation, elle nous propose ça en prévision pour le lendemain. Donc là, on est dans un critère qui effectivement va déclencher une procédure d'information. Alors, on a tout un tas d'outils pour vous montrer qu'on a aussi des outils météo. Donc, on fait tourner des outils météo à fine échelle pour regarder ça de plus près. Donc, pour cette journée-là, donc ça c'est 6 heures TU, donc 7 heures du matin, puisque c'est en hiver, on voit qu'il n'y avait pas de vent. Donc, tout ça fonctionne bien. Et puis ensuite, on a des outils très opérationnels, parce que notre métier, ensuite, c'est de pousser l'information préfectorale, puisque nous avons une délégation pour cela, pour que la population soit informée, les fameuses populations sensibles dont parlait Armel tout à l'heure. Et donc, pour qu'il y ait un épisode de pollution, tout ça a été effectivement très standardisé. Donc, il faut qu'il y ait une population minimum sur le territoire qui soit atteinte, et une surface minimum. Donc on a des petits tableaux comme ça qui arrivent et qui nous disent, voilà, dans le cas de cet épisode, on a 43% de la population qui est concernée pour le département des Bouches-du-Rhône. Et donc on est dans le critère en question. Et donc la traduction pour vous,
dans le public en tout cas, eh bien, c'est une procédure d'information réglementaire qui arrive la veille pour le lendemain, enfin, parce que pendant des années, nous étions, malgré nos outils de prévision, dans le constat, et qui permet à la fois de donner une information préalable, mais aussi de prendre des mesures lorsque les seuils, et ça a été montré tout à l'heure pour l'ARF, par exemple, les valeurs étaient importantes, la fameuse circulation alternée également à Paris, mais des mesures dites d'urgence lorsque des seuils plus importants sont prévus. Alors, des épisodes de pollution, je vous en montrer encore deux autres. Celui-ci date de mars. Alors, mars, c'est traditionnellement les grands épisodes de pollution au nitrate d'ammonium. Donc, on a évoqué ce matin la part agricole, la part automobile. Et donc, dans notre cas, c'est vrai qu'on n'est pas une zone agricole importante. Mais par contre, on va trouver parfois des épisodes qui sont liés au transfert de pollution. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et donc, dans le cas d'espèce, on avait une situation qui n'était pas particulièrement stable. Enfin, on ne peut pas tout à fait ne pas incriminer les sources locales. On a un peu d'industrie, un peu de transport. Mais surtout, ce qu'on voit pour ces deux journées-là, c'est effectivement des transferts. Alors, des transferts dans le couloir rhodanien. Et puis, un transfert, tout à l'heure, je vous disais que la plaine du Pô était particulièrement sensible en termes de niveau de pollution. Eh bien, les transferts qui se font de la plaine du Pô vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, pas de façon directe, parce qu'il y a quand même le verrou des Alpes qui, en général, limite ces transferts, mais qui se fait par la mer, dans des circuits qu'on commence à très bien connaître maintenant. Donc, évidemment, la question de l'air, c'est aussi cette question des frontières. Alors, on le sait bien depuis Tchernobyl, mais pour les particules, c'est vraiment les échelles auxquelles il faut s'intéresser. Le flux saharien, donc celui-là, je vais le passer très vite, mais on est vraiment, dans les flux de sud, dans les régions sud, en tout cas, on a ces dépôts de sable sur les pare-brises ou sur les véhicules. Ça se traduit très clairement. Et on est encore dans ces fractions, pour en tout cas une partie, dans les fractions fines. Donc une des questions que nous avions posées dans une journée que nous avions organisée à Marseille à la l'INVS, c'est de savoir si finalement ces particules désertiques avaient un impact sur la santé. Pensez que peut-être l'information pourrait être un petit peu aménagée pour que le grand public traduise les choses un peu différemment. Et le message qui nous avait été proposé à l'époque, Armel, je te laisserai peut-être y répondre plus précisément, c'est qu'elles avaient un impact comme les autres particules, et que donc il était pertinent de faire une information, y compris dans ces situations. Feux de forêt, donc ça a été évoqué à grande échelle avec l'Afrique. Nous aussi, nous sommes une région, donc ça c'est tout récent, c'est le 15 juin, donc il y a 2 jours. On a eu un feu important au nord-est d'Aix-en-Provence, à Vintabrin. Et donc, évidemment, ça aussi, ça fait partie des particules que nous sommes amenés à suivre au quotidien, pour lesquelles on est amené à faire des informations. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a des échanges en ce moment avec des chercheurs de l'agence d'Aix-Marseille Université sur la question de la façon dont on pourrait intégrer finalement à la fois des modèles de propagation du feu et puis intégrer ça dans les modèles opérationnels pour donner une information prédictive pour les populations. C'est un sujet qui vient un petit peu dans le prolongement de ce qu'on veut faire aussi pour les industriels. Mais c'est vrai que dans les zones méditerranéennes, mais avec le réchauffement climatique, sans doute dans de plus en plus de régions, bien cette question est évidemment importante. Alors, en termes d'évolution de la surveillance, si on regarde un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui et nos fonctions, voilà un petit peu les questions qui se posent aux ASQA. Alors, il y a des choses qui sont très bien posées maintenant, même si elles évoluent. Donc, on mesure des PM10, des PM2,5. Il y avait la question de la fraction effectivement volatile qui était évoquée ce matin. On mesure un certain nombre de métaux, de hydrocarbures aromatiques polycycliques. On a des outils comme des inventaires d'émissions, des modèles. Donc, tout ça évolue, mais finalement, au fond, ça fait partie de l'observatoire un peu durable. Mais quand on s'intéresse à cette question des particules, d'abord parce que c'est la première cause sanitaire et sur laquelle vraiment il y a des attentes fortes, on est obligé aujourd'hui d'apporter des compléments. Alors des compléments qui vont vers des éléments toxiques. Qu'est-ce que comportent ces fameuses particules? J'en ai cité quelques-unes, mais franchement, c'est loin d'être exhaustif. Ça peut aller aussi sur des questions telles que les pesticides. Donc, grosse communication à Paris ces jours-ci sur la question, mais les pesticides qui se transportent très bien, qui vont se coller, pour une grande partie en tout cas, sur ces particules, et qui vont dans les villes. Là, pour le coup, on n'a aucun référentiel. Quand on communique sur cette question, on dit il y a des pesticides, on dit il y a plus ou moins. C'est à peu près la communication qui est faite. Mais les réponses aujourd'hui sur si effectivement leur impact, peut-être qu'on me contredira dans la salle, mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas aujourd'hui encore opérationnel.
Ça l'est également pour beaucoup de composés plus spécifiquement industriels. C'est vrai qu'on a travaillé sur les grands facteurs industriels tels que les particules, même on va voir en termes de comptage. Mais beaucoup des traceurs aujourd'hui spécifiques industriels sont finalement, on sait les mesurer, mais on n'a pas forcément de référentiel à mettre en face. Donc, de l'autre point de vue, il faut faire en tant qu'observatoire ces mesures. Après, le risque, c'est que ça alimente des discussions qui sont compliquées. Alors, je l'ai mis dans la famille de la toxicité, mais je crois que Jean-Luc avait fait la même chose, donc ça m'a un petit peu décomplexé. Évidemment, la question de la taille et le nombre des particules très fines, hein, vous le verrez, on voit qu'il y a des réalités urbaines, mais aussi industrielles qui sont assez différentes. L'aspect normatif sur les particules, tout ce que je vous ai montré pour les PM10 et les PM2,5, c'était des concentrations massiques, hein, les fameuses pesées. Évidemment, quand on commence à regarder des nombres, vous en avez une belle démonstration aujourd'hui, les choses sont assez différentes pour les très petites tailles. Donc pareil, hein, notre enjeu là-dedans, c'est d'accumuler de l'information et puis de permettre qu'il y ait des travaux qui permettent d'apporter des réponses, ou en tout cas de discriminer des situations, peut-être au moins pour les réduire, même en l'absence de réponse d'ordre sanitaire. La question des recherches de sources a été évidemment première hein, dans ces travaux. D'abord en mode offline, ça a été bien présenté tout à l'heure par Jean-Luc, à travers différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, aussi par des techniques de modélisation, hein, de source apportionment. On utilise aujourd'hui des modèles américains comme CAMX hein, qui permettent de faire ce genre de choses. Je vais vous montrer des résultats comparatifs. On espère qu'on aura bientôt une solution française avec Chimère, mais c'est une petite parenthèse. Évidemment, la tendance aujourd'hui, c'est d'aller plutôt vers, effectivement, en complément, parce que je pense que la première apporte une grande richesse, vers des mesures online. Ça a été aussi présenté, donc je vais passer vite là-dessus. Pour les particules, les gaz, mais aussi la mesure des gaz à effet de serre. Hein, ça fait partie des sujets qui sont de plus en plus poussés. Dans les approches complémentaires, je dirais presque premières, c'est aussi pour nous, parmi les questions d'un observatoire comme le nôtre, c'est notre capacité à projeter des scénarios d'évolution du système. On en a vu des projections, mais c'est à la fois faire des projections en fonction de l'évolution technologique ou de choix réglementaires, mais c'est aussi intégrer la dimension de la planification locale. Et donc là, une des particularités, c'est qu'on se rend compte qu'il faut vraiment intégrer à la fois l'air, mais aussi les autres dimensions qui vont être déterminantes, comme le climat et l'énergie, de façon à ce qu'on ait vraiment un message qui soit intégré et si possible, pas trop en opposition en apparence. Hein, donc la question du chauffage au bois, je pense, l'illustre assez bien. Et puis, dans l'évolution de la surveillance aussi, et ça c'est un petit clin d'œil peut-être par rapport à la question de l'exposition individuelle et aux fameux moteurs que nous allons chercher dans la conscience finalement plus présente, que ce soit individuelle ou collective, dans des établissements par exemple, eh bien c'est l'apport de nouvelles technologies comme des capteurs miniaturisés qui permettent, peut-être pas avec la même fiabilité, la même qualité scientifique, mais qui permettent effectivement cette approche individuelle de ce petit plus que vous avez vu tout à l'heure. Alors je n'ai pas retenu le nom de la personne qui a publié ça, hein, vous avez vu le fond, la pointe, et puis effectivement la situation individuelle. Et celle-là, on sait qu'elle est extrêmement variable, et j'ai envie de dire que sur cette question, tout reste à faire. Et je pense que c'est vraiment là où on trouvera le moteur pour que les choses soient faites dans le bon sens, en complément de la pression réglementaire. Alors au-delà de ça, c'est vrai que si ces mesures se généralisent, il y aura un enjeu pour des organismes comme les nôtres à capter une partie de ces informations et produire ce que j'appelle moi des modèles hybrides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise des modèles déterministes, bon déjà avec pas mal d'assimilation de données de mesure, mais capter cette respiration de terrain, cette réalité finalement même de façon qualitative, c'est évidemment un énorme enjeu hein, pour une information d'abord d'intérêt général et bien sûr après pour les services que ça pourra rendre à titre individuel. Alors, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup avec les chercheurs. Une des traductions assez concrètes, c'est qu'on est en train de formaliser cette notion de supersite qui a été évoquée tout à l'heure par Jean Siard avec le CIRTA. Et donc, parmi ces formalisations, il y a par exemple un des sites où on a fait énormément de travaux depuis Escompte, pour ceux qui étaient déjà dans l'aventure, forme, donc des financements nationaux, européens. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des sites sur lesquels on avait une grande connaissance des questions. 5 Avenue à Marseille, c'est vraiment un endroit où on a fait beaucoup de choses. Et donc l'idée, c'est à la fois de mobiliser des moyens lourds. Hein, quand on parle d'ACSM, on est quand même avec des moyens qui sont quand même très lourds, mais aussi d'être capable d'ouvrir ces espaces pour des travaux partenariaux avec les chercheurs,
et de permettre aussi à ce que des travaux de recherche puissent se développer plus facilement sur notre territoire. Je vais vous le montrer à travers quelques exemples. Marseille, ce n'est pas une situation très simple. Le climat méditerranéen aussi apporte ses particularités. Et donc, on est conscient de la richesse qu'apportent ces partenariats. On a énormément de témoignages depuis longtemps. Ça peut concerner également l'interface avec la mer. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de la pression partielle du CO2, la façon de l'interaction avec l'océan ou la mer. Donc, c'est des sujets que nous avons aussi en tête. La question industrielle de l'étang de Berre, on a ici le 3e port pétrolier mondial. On l'oublie parfois, mais avec, même si les raffineries ont tendance à réduire leur activité, vraiment des impacts très spécifiques sur lesquels on peut travailler. Et puis, lorsqu'on s'intéresse cette fois-ci, donc c'est ce que vous avez ici, voilà, au nord-est, on a aussi des zones rurales assez remarquables qui subissent l'influence de ces zones côtières, notamment en régime de brise de mer, et dans lesquelles on a la chance d'avoir déjà une forte mobilisation des chercheurs. On a une tour ICOS, je crois qu'elle fait une centaine de mètres de mémoire, donc sur laquelle il y a des mesures de CO2 qui sont réalisées. Alors, ce n'est pas nous, en l'occurrence, c'est effectivement les chercheurs. Il y a aussi des choses qui sont réalisées sur la végétation, et je vais y revenir en lien avec le stress hydrique, la façon dont les COV biogéniques sont modifiés. Et évidemment, tout ça nous intéresse beaucoup parce que, à la fois, on a besoin de comprendre la situation actuelle, mais ces outils de projection, cette capacité finalement à anticiper les questions de demain sont évidemment très importantes pour nous. Alors ça, c'est une carte pas extrêmement belle, et je ne vais pas y rester très longtemps sur cette question, pour vous montrer tout ce que nous avons fait depuis une dizaine d'années avec le laboratoire de chimie environnement, le laboratoire de glaciologie, qui est représenté ici par Jean-Luc Jaffrézo, pour effectivement faire une évaluation des sources dans les méthodes offline. Donc vous voyez qu'elles sont nombreuses, et j'ai envie de dire qu'à chaque fois, elles apportent des informations nouvelles, un peu surprenantes. Je vous en ai réservé quelques-unes pour la suite. Parmi ces informations surprenantes, donc vous avez tout en haut à gauche la couleur rouge, donc qui symbolise l'impact de la biomasse. C'est vrai qu'on n'imaginait pas que sur notre territoire, l'impact de la biomasse en hiver, bien sûr, soit aussi importante. Et donc vous voyez que, bien, à chaque fois, elle représente entre 40 et 50%. Alors 50% pour les Alpes ici avec Gap. Mais dans la situation industrielle, là c'est Rognac, mais on a aussi une situation en Port-de-Bouc que je montrerai tout à l'heure. À Marseille, à Cannes, on a quand même des situations qui sont relativement douces en termes de climat. Eh bien, on ne s'attendait pas à cette contribution aussi forte. Donc ça, c'est un résultat très concret et qui, à la fois, va contre les idées reçues et évidemment percute un petit peu les politiques publiques, y compris volontaristes, qui ont pu être conduites. Cette question n'était pas forcément bien prise en compte dans nos territoires. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de zones de rencontre et ça a été également évoqué. Donc ça, c'est une source ADEME. Évidemment, on est quand même sur des sujets où, objectivement, on pourrait travailler de façon beaucoup plus serein entre la question de l'énergie, du climat et de l'air. On voit, et ça a été évoqué, tout à l'heure j'ai entendu un facteur de 50, qu'entre le fameux foyer ouvert, la fameuse cheminée et puis des poêles de dernière technologie, eh bien, on a effectivement un facteur très important en termes de rejet. Et donc, dans le cas de la vallée de l'Arve, ça n'a pas été évoqué, mais donc il y a eu un fonds chaleur qui a été mobilisé pour aider en fait la population à changer simplement de mode de chauffage et utiliser des poêles dernière génération. Ça a été étendu au niveau de l'ensemble de la France. Et donc ça, c'est typiquement le genre de démarche qui permet effectivement de réconcilier finalement ces deux approches. Alors nous avons, comme beaucoup de territoires, mais alors peut-être un peu plus en PACA, parce qu'il y a la problématique des feux de forêt avec le débroussaillement obligatoire, donc qui se traduit souvent par un brûlage. De façon ancestrale, on brûle. La problématique des brûlages de déchets, alors pas toujours verts, mais en tout cas de végétaux. Donc vous en avez une très belle image ici. Et donc ce sur quoi nous essayons de travailler, c'est pas tellement dans le fait de rappeler que c'est interdit, ça c'est le rôle de l'État, mais surtout dans le sens de cette interdiction. Et donc on a par exemple développé un petit kit d'information à destination des communes pour qu'elles effectivement puissent informer mieux leurs administrés, qu'elles comprennent les enjeux et que quelque part elles aient les outils. Bien entendu, ce sont des questions qui se percutent un petit peu avec la question de l'élimination des déchets, dans laquelle il n'y a pas toujours les moyens qu'on souhaiterait. Donc ce sont souvent des questions sociétaux qui sont assez complexes. Mais là, dans le cas d'espèces, évidemment, on a un gain évident et pas d'impact économique, bien entendu.
Alors, quelques planches pour présenter la situation de Marseille. Donc, on a un petit smog là, qui apparaît un petit peu. Hein, donc, une situation estivale avec donc de l'ozone, des particules secondaires, le fameux aérosol dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour vous présenter d'abord la situation générale de Marseille, donc c'est la cible, c'est un transparent de Nicolas Marchand, il est cité en haut à gauche. Donc, il y avait en fait simulé toutes les trajectoires de vent qui arrivaient sur Marseille. Et un des exercices ici, c'était de montrer que à la fois il y avait des transferts directs depuis effectivement l'étang de Berre, qui est donc la zone industrielle sur Marseille, mais aussi des transferts, et ça on le connaît très bien, dans des régimes de brise. Donc régime de brise qui s'alterne entre les régimes de brise de terre qui vont de la terre vers la mer, et puis dans la journée, ces brises rafraîchissantes qui vont de la mer vers la terre. Et donc on avait une recirculation sur notre territoire marseillais qui était relativement importante, en plus dans des conditions de vent qui n'étaient pas très dispersives, hein, puisque la première flèche directe, c'est le Mistral. Donc le Mistral disperse très très bien. Petite parenthèse, du coup, en région côtière, le temps, c'est pas forcément de l'espace. Hein, donc, tout à l'heure, Jean Sierre a dit oui. Donc, la problématique de l'aérosol secondaire, on va plutôt le retrouver en périphérie. Dans notre cas de figure, on peut avoir vraiment des régimes pendulaires qui font alors que les choses recirculent sur des zones, et donc de vrais processus d'accumulation, y compris de composés secondaires. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette question, mais voilà, donc des transferts de pollution que l'on traduit très bien aujourd'hui quand on regarde. Alors ici, on a sur le graphe en haut à gauche donc le dioxyde de soufre en parallèle des niveaux du nombre de particules. Donc c'est ce qui est proposé pour quelques journées. Et donc on voit effectivement très bien un pic de dioxyde de soufre qui va tracer l'arrivée industrielle avec cette augmentation du nombre de particules de façon très significative. Donc vous avez également les informations ici à droite hein, qui ont dû être opérées avec un LIDAR, j'imagine. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre de FORM, qui est un programme européen. Marseille, c'est aussi une ville côtière avec un grand port maritime. Donc, vous voyez que les questions se multiplient. On a souvent tendance à ramener la question des transports au transport routier, mais nous, on a un aéroport pas très loin. On a cette question des bateaux. Et donc, on a bénéficié d'un travail également donc, qui s'appelle Apiche. Donc, vous aviez tous les partenaires qui étaient cités autour de la table. Et donc, il y a eu une petite intercomparaison, Jean-Luc devait en faire partie, des méthodes donc, de déconvolution des particules par les traceurs et donc par les différentes équipes. Hein, donc, vous voyez, il y avait Venise, je ne me rappelle plus qui était là, il y avait Gênes, et puis Aix-Marseille, c'était effectivement le laboratoire de chimie environnement, et je pense que le laboratoire de Glacio également en faisait partie. Bon, il y a une certaine concordance entre les différentes présentations, mais à l'époque, en tout cas, hein, ça fait 4 ou 5 ans, on n'avait pas tout à fait les mêmes résultats. L'enseignement principal, on va le voir ici, c'est que que ce soit sur les méthodes de type CMB ou PMF, c'est-à-dire de déconvolution sur des modes statistiques, ou par des approches, cette fois-ci, de source apportionnement par des modèles, je n'ai pas le temps de beaucoup rentrer dans le détail, ce qui apparaissait très nettement dans le cas de Marseille en été, c'est cette part d'aérosol secondaire sur laquelle je reviendrai, hein, avec les différentes sources pour lesquelles on avait quelque chose qui était relativement concordant. Mais on voit effectivement que dans la situation marseillaise, la particularité l'été, c'est évidemment ces aérosols secondaires, dont le moteur, c'est l'ensoleillement, on l'a vu tout à l'heure. Alors, une traduction assez claire de cette situation. Vous avez vu que dans la FECOM, on était donc au premier au niveau national. Alors, régulièrement, il y a des palmarès qui sortent au niveau national, que ce soit par les médias. Alors, dernièrement, c'était une association qui s'appelle Robin des Bois à travers une publication qui s'appelle La France Toxique. Et alors Marseille sort toujours avec Nice, Toulon, dans les villes les plus polluées de France. Alors on a évidemment un peu essayé de décrypter cette question. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, oui, c'est vrai que la situation de niveau moyen à Nice, à Marseille, est supérieure à Paris ou à Lyon. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, donc en haut à gauche, vous avez Paris, à droite Lyon, en bas Nice et Marseille. Ce que l'on constate, donc vous avez ce sont les concentrations de PM10, donc moyennées sur 5 ans, donc pour tous les mois de l'année, puis les données en concentration sur l'axe des ordonnées. Ce que l'on constate à Paris et Lyon, c'est finalement des courbes qui sont assez similaires, avec des concentrations plus importantes l'hiver. Bon, ce n'est pas exactement une surprise, on sait qu'en hiver, on chauffe un peu plus dans le nord. On a des situations aussi de stabilité atmosphérique qui sont plus marquées. La proximité de la mer, les reliefs se traduisent bien sûr par une instabilité qui est plus grande à Nice ou à Marseille.
Donc vous voyez que la situation à Marseille ou à Nice est légèrement inférieure quand même, voire assez nettement inférieure. Mais la différence principale, vous allez l'observer effectivement pendant l'été, où sur les 2 premières villes, vous avez une concentration qui baisse quasiment d'un facteur 2. Alors on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de fabrication d'aérosols secondaires sous l'effet du soleil, mais on voit effectivement que cet impact de l'aérosol secondaire que je vous montrais tout à l'heure dans la démarche de recherche de sources et de source apportionment, eh bien, elle apparaît très nettement, effectivement, sur les 2 villes du Sud. Ce qui fait qu'en moyenne, on a cette espèce de W un peu écrasé, qui traduit effectivement qu'on a des processus assez différents, et que donc, pour lutter contre la pollution atmosphérique dans les villes du Sud, il faut à la fois s'intéresser aux particules qui sortent directement des activités, mais aussi beaucoup aux précurseurs, même si bon, le schéma est un peu simpliste, parce que lorsqu'on s'intéresse aux nitrates d'ammonium ou aux sulfates, on est déjà sur des objets secondaires. Mais en tout cas, on va le voir, c'est quand même beaucoup de matières organiques secondaires. Alors j'ai piqué cette planche aussi au laboratoire chimie environnement, ça a été évoqué tout à l'heure, mais je la trouve très illustrative aussi des questions telles qu'on peut se les poser en lien entre primaire, secondaire. C'est le fameux match entre essence et diesel actuel. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une petite subtilité quand on regardait la situation. Donc on en a une illustration ici. Donc c'est un travail qui a été mené en chambre. Donc on met des UV dans une chambre, on envoie les émissions d'un véhicule, et puis on regarde en fait les particules qui sont bien sûr émises à l'instant donné, et puis leur évolution. Donc on compare ici 2 véhicules, un camion, d'accord, pas tout à fait d'une génération très ancienne, puisque c'est Euro 5, on en a Euro 6, donc c'est quand même une génération assez récente, avec un véhicule essence cette fois-ci, y compris de la même génération Euro 5. Donc ce que l'on voit, c'est qu'avant de mettre le rayonnement ultraviolet, enfin la lumière, on voit évidemment que le camion émet nettement plus que le véhicule essence. Mais quand on regarde effectivement, donc en bas c'est le temps qui se déroule, alors en quelques heures, vous voyez que les processus sont finalement assez rapides, en laboratoire en tout cas, eh bien on voit finalement que sur le véhicule diesel en question, on n'a pas eu beaucoup d'évolution. En revanche, sur le véhicule essence, eh bien, on voit qu'on a fabriqué beaucoup plus de particules à la fin que le véhicule, le fameux gros poids lourd qui est mentionné ici. Donc vous voyez qu'on est obligé maintenant d'être un petit peu dans la subtilité quand on aborde ces questions. Lorsqu'on s'intéresse cette fois-ci à un petit scooter de temps, alors aujourd'hui, heureusement, ils sont de plus en plus en 4 temps et un peu plus performants. Donc vous avez les 2 mêmes courbes qui sont en bas, et vous voyez que cette information est complètement écrasée par effectivement les émissions et effectivement cette transformation sous l'effet du rayonnement dans l'atmosphère pour former ces aérosols organiques secondaires. Donc lorsqu'on regarde Marseille, je me suis permis de citer Nicolas Marchand, donc du laboratoire de chimie environnement avec lequel nous travaillons étroitement. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la situation? D'une part, c'est que l'aérosol est majoritairement organique. Donc ça, c'est une information qui est quand même importante. On va le voir notamment pour le dernier pavé. Que paradoxalement, on a une forte influence de la biomasse, en hiver d'abord. Et notamment, ce que l'on a mieux compris, c'est que finalement, ce sont des intrants des zones périphériques. Et on l'a vu avec l'Île-de-France. On a bien vu qu'à Paris, finalement, le bois, ce n'était pas forcément la situation dans Paris, mais plutôt à l'échelon régional. Nous, on a finalement assez vite des zones périurbaines où le bois est encore massivement utilisé. Donc, la fameuse vallée de l'Uvonne qui est à l'est, on voit très bien, quand on fait des chronologies plus courtes, son impact. L'automne, l'hiver, donc bien sûr. Les sources industrielles, donc une des caractéristiques de Marseille, c'est que voilà, on a aussi ce voisinage qui joue un rôle qui n'est pas du tout négligeable. Et lorsqu'on le regarde sur le plan factuel, réglementaire, c'est-à-dire en concentration massique qui n'est pas extrêmement significative, mais lorsqu'on commence à s'intéresser aux particules très fines, donc là inférieur à 70 nanomètres, c'est l'ordre de grandeur qui avait été choisi, eh bien là on voit un impact qui est extrêmement net, et donc qui est associé à de l'acide sulfurique, des métaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Le dernier élément, et je suis sûr qu'Edouard là va le regarder avec attention parce que ça fait partie des questions sur lesquelles nous on est en tout cas très attentifs, c'est que l'été on a une fraction secondaire qui est forte, je vous l'ai indiqué, et donc une origine organique, mais ce qui a l'air d'être pointé du doigt, donc c'est un indicateur qui le montre. On avait fait des choses dans forme qui avaient l'air d'aller dans ce sens, mais on a besoin aujourd'hui de le confirmer. C'est que la contribution biogénique, c'est-à-dire celle des végétaux, mais aussi le biogène de la mer, il ne faut pas toujours l'oublier, eh bien, a l'air d'être majoritaire dans cette matière organique. Donc, je pense qu'avec les fameux ratios dont on a vu tout à l'heure, carbone 14, carbone 12, on doit être capable de regarder ça.
C'est pas exactement anecdotique cette question, parce que c'est vrai que lorsqu'on le transpose en termes d'action et de messages vers les pouvoirs publics, alors on avait déjà le cas de figure pour l'ozone, hein, parce qu'on est une région qui est déjà très concernée par l'ozone, et on sait que l'été, les précurseurs tels que les alpha-pinènes, enfin tous les terpènes, ainsi de suite, sont extrêmement réactifs. Et donc là, on a quand même cette question aujourd'hui, pour avoir un message équilibré, hein, ne pas aller pointer du doigt simplement des émetteurs anthropiques, même si c'est là où seront les actions, mais aussi mieux comprendre quel peut être le rôle de la nature dans le cas d'espèce. Alors, quelques mots maintenant sur la zone industrielle, donc, qui est pas très loin de Marseille. Hein, donc, ici, c'est à vol d'oiseau, c'est une quarantaine de kilomètres, avec des ports, mais aussi, alors plus que 3 raffineries, mais bon, des pôles pétrochimiques qui sont importants, beaucoup de chimie. Pour vous dire d'abord une première chose, c'est que lorsqu'on regarde la situation vis-à-vis des normes en masse, la zone industrielle de l'étang de Berre ne s'illustre pas particulièrement. On n'a pas une grosse tasse rouge. Et d'ailleurs, c'est à nouveau de longues discussions, Pierre-Charles Maria pourra en témoigner tout à l'heure, avec les associations locales qui nous expliquent que quand même, on ne fait pas les bonnes mesures, que alors maintenant les choses ont un peu tendance à s'atténuer parce qu'ils ont compris que finalement, ce n'était pas là qu'il fallait chercher l'impact industriel. Mais dans les concentrations massiques, bon, oui, c'est un peu pollué comme partout, oui, il y a des impacts un peu plus locaux, mais ce n'est pas forcément là que l'on voit les impacts les plus importants. Ça nous pousse évidemment à aller regarder d'autres indicateurs. Alors là, ce n'est pas un composé particulier, mais évidemment, la réponse pour des territoires comme cela, où la pollution, elle est pas simplement, voilà, elle est vécue. Hein, on a quand même des impacts locaux qui sont, en tout cas, assez fortement perçus par la population. Ça nous pousse à aller un peu plus loin pour aller rechercher des indicateurs complémentaires. Bon, ici, ce qui est proposé, par exemple, c'est le dichloroéthane. Alors, c'est un gaz, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est aussi quand même la relative méconnaissance que nous avons sur ces composés. On a fait un gros travail, et toutes les études de risque sanitaire sont basées sur ce principe, où on a fait un inventaire d'émissions plus spécifique vers les industriels, on a injecté ça dans des modèles. Mais quand on regarde réellement ce qu'on observe par des mesures, on se rend compte qu'on sous-estime souvent, alors c'est pas systématique, mais enfin, en tout cas, la connaissance de la situation est souvent mal connue. Donc les fameuses évaluations de risque qui sont basées sur les relations dose-réponse qu'évoquait Armel tout à l'heure pour des composés un peu exotiques, je crois qu'il faut toujours être un peu prudent avec la situation. En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels, par rapport au contexte local, aux attentes des collectivités, des populations, nous sommes amenés vraiment à faire des travaux importants. Alors, des choses qui se croisent également. Lorsqu'on prend les inventaires d'émissions tels que nous les réalisons, on se rend compte que pour l'étang de Berre qui est ici, j'avais un pointeur tout à l'heure peut-être, alors tout à fait à l'ouest, vous voyez que les émissions, donc c'est proportionnel à un camembert qui est plus important. La part industrielle, c'est le rouge et l'orange, on peut mettre, pardon, et le jaune. Elle est majoritaire sur ce territoire, bien entendu. Résultats obtenus avec le laboratoire de glaciologie et le laboratoire de Chablis Environnement. Donc, en vert, vous avez ce qui est lié au chauffage, et puis l'autre couleur qui est assez voisine, qui est liée cette fois-ci au brûlage. Donc, c'est intéressant aussi d'arriver progressivement à discriminer à travers des traceurs quelles sont les contributions respectives, même si c'est un travail de recherche. Et donc, la grande information que nous avons donnée, et je peux vous dire que ce n'était pas du tout facile pour les services de l'État qui assez traditionnellement une pression sur les industriels, c'est que, y compris dans la situation de Port-de-Bouc, qui est quand même pas tout à fait la situation des Alpes, eh bien, à l'automne et en hiver, eh bien, c'était le bois qui était dominant dans ces secteurs pour les particules. En tout cas, dans les fractions massiques qui étaient regardées ici, donc en haut, c'est des PM10, pas tout à fait les mêmes fractions, mais en tout cas, en concentration massique et PM2,5, pardon, on voit que la contribution du bois, y compris dans cette zone industrielle, est majoritaire dans ces périodes. Bon, voilà, hein, vous voyez le type de questions que ça peut poser. Nous sommes amenés également, dans ces travaux de déconvolution de sources, à aller chercher, alors ça c'est un travail qu'on fait aussi avec les chercheurs, aller chercher des signatures plus spécifiques des activités qu'il y a sur le territoire. En général, ce sont des activités, des signatures qui sont prises dans la littérature, hein, donc il y a des banques pour ça. Mais c'est vrai que bon, quand on est avec une grosse aciérie, comme celle d'ArcelorMittal, par exemple, la Fosse, c'est plusieurs activités, donc à la fois la littérature ne suffit pas toujours, et puis la question qui se pose au niveau local, c'est sur quoi il vaut mieux agir. Est-ce qu'il vaut mieux agir sur le laitier, le stock, voilà. Donc on est amené à aller chercher des signatures. Donc je vais passer là-dessus, hein, c'est simplement pour montrer qu'on a ce travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de faire évoluer les réponses.
Tout à fait à gauche, donc le CMB, donc c'est un modèle de déconvolution. Dans le premier résultat qui était sorti, c'est la barre au milieu en bleu. Vous voyez que la part industrielle dans le secteur industriel en question ressortait pas très nettement. Donc je ne vous cache pas que nous, on a dit, mais vous êtes sûr de vos résultats? Quand on apporte, donc c'est tout à fait à droite, la dernière, au milieu, il y a eu d'autres travaux qui étaient plus basés sur techniques d'assimilation, enfin sur de plus longues séries. Quand on affine le travail, je ne rentre pas dans le détail, hein, donc avec les fameuses méthodes un peu dirigées, bon, on se rend compte que finalement l'industrie quand même pèse un petit peu dans le territoire et que bon, les messages n'étaient pas complètement à 180 degrés de ce qui est produit aujourd'hui en termes de demandes réglementaires. Masse et granulométrie, une illustration assez simple, donc dans la zone aussi de l'étang de Berre, pas très loin de la Syrie. Lorsqu'on regarde la situation pour la concentration massique en PM2,5, à gauche, donc vous avez quelque chose finalement qui n'a pas vraiment de sens, hein, qui pointe pas forcément vers l'industrie qui pourtant est toute proche. En revanche, lorsqu'on regarde cette fois-ci sur des particules beaucoup plus fines, hein, donc 20 à 30 nanomètres, on a quelque chose qui s'oriente beaucoup plus nettement. Donc là, on est plutôt dans de l'analyse de processus, hein, parce qu'on n'a pas forcément de message à donner derrière, mais on voit effectivement des impacts qui sont beaucoup mieux ciblés lorsqu'on s'intéresse à ces fractions-là. Travail assez récent, donc Pacte BM, qui s'est intéressé à des industries, cette fois-ci d'origine minérale. Donc d'abord sur la masse, mais parmi les questions qui s'étaient posées, donc ça c'est aussi un travail avec plusieurs chercheurs, il y avait un travail sur la perception des populations versus ce qui était observé, donc plutôt sciences sociales, mais l'originalité du travail, ça avait été aussi de regarder la réactivité des prélèvements sur le plan de la cyto et de la génotoxicité, donc c'est les MBE qui a fait ce travail. Je crois que c'était soutenu par l'ADEME, donc je le dis parce que mon collègue l'avait oublié. Et donc, bon, ces différents tests, je suis totalement incapable de vous en parler dans le détail, mais pour vous dire qu'on a eu là aussi des surprises, c'est-à-dire qu'on s'attendait à voir une réactivité très forte près de certaines industries, et en fait, on s'est rendu compte que finalement, les particules industrielles en question étaient relativement inertes pour ces tests-là. En revanche, notre site témoin qui se retrouvait dans un village un peu bucolique où on utilisait du chauffage au bois, c'est celui qui a été le plus réactif. Voilà, hein, en termes de retour d'expérience, ça permet aussi quand même de remettre les choses à leur place. Donc, d'où l'importance vraiment de développer ce type de test, hein, même si ce n'est pas tout à fait la santé, mais en tout cas, ça permet de discriminer les questions. Alors, je vais terminer avec quelque chose qui est sans doute assez différent de ce que vous avez entendu aujourd'hui, quoique on en a eu quelques prémices, qui est effectivement l'approche effectivement individuelle de la situation de l'air, avec d'abord des outils qui arrivent, hein, donc sur les smartphones. Aujourd'hui, vous avez accès de plus en plus à une information. Bon, globalement, cette information, on capte des données des observatoires comme les nôtres, et puis on les traduit en termes de services. Bon, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de plus-value, si ce n'est que ça permet de démocratiser peut-être l'information. Par contre, demain, c'est vrai que l'arrivée de capteurs low-cost qui vont se multiplier, alors on ne sait encore pas trop sous quelle forme, hein, c'est vraiment un modèle qui est en construction, bien va complètement changer ce que ici j'ai dit le paradigme, c'est-à-dire que les gens ne vivront pas la situation de l'air simplement comme une information qui leur arrive, mais ils seront aussi moteurs de cette information. Et je crois que là, on a beaucoup de choses à imaginer en termes d'analyse, que ce soit en termes de changement de comportement, en sciences sociales, mais aussi sur les réponses qu'il faudra apporter. C'est sans doute une très bonne chose. Hein. Je pense on voit aujourd'hui, nous, les limites de la pression réglementaire, même si elle est forte. Les grands chiffres qui ont été montrés toute l'après-midi, aujourd'hui, sont connus. C'est un moteur qui, malheureusement, n'est pas suffisant. Hein. Donc la prise de conscience individuelle, même si elle va passer par l'ère numérique, même si, à certains égards, ce seront peut-être considérés par certains par des gadgets, c'est un élément de levier qui, à l'évidence, va venir en complément des autres approches. Voilà, donc je vais passer assez vite, nous on fait des tests. Voilà, pour terminer peut-être en vous disant que dans cette idée de rapprochement un peu des mondes et de trouver de nouvelles solutions, on a lancé un Fab Lab, donc un laboratoire où on fait un peu de prototypage. Donc ça s'appelle Lab in the Air, c'est tout neuf. Et on l'a inauguré, lancé lors de notre Assemblée Générale le 6 juin dernier. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table à la fois des acteurs comme nous, du grand public, des gens qui ont des idées, des industriels qui ont envie de tester des solutions, des chercheurs. On en a déjà qui sont venus autour de la table, qui ont dit nous, on teste des microcapteurs. Et donc de faire avancer cette question de l'atmosphère dans cette question de l'innovation.
Donc ici, vous avez une carte des Fab Labs dans le monde, alors évidemment qui ne portent pas sur l'air, hein. Il y en a, je crois qu'il y en a beaucoup, en tout cas il y en a au moins un PACA maintenant, bientôt un à Paris, je crois. Donc c'est le MIT, hein, qui porte cette démarche-là. Ça peut être aussi faire des objets communicants, hein. Donc un objet communicant, c'est vraiment un objet qui interpelle, qui amène à réfléchir, et si possible, qui amène effectivement la personne interpellée à aller chercher le fond des questions. Donc ça renvoie vers des supports. Donc c'est quelque chose qu'on fait à Marseille, ça par exemple. C'est un petit Proxipus qu'on a équipé d'analyseurs et qui donne l'information instantanée, mais qui renvoie aussi vers de l'information plus froide, hein, sur la question de l'air à Marseille. Voilà, donc j'avais tout un tas de questions, mais je vais terminer là par la conclusion. Vous l'avez compris aujourd'hui, et je crois que je l'illustre également, la question des particules reste un sujet d'importance, y compris en France. Je dis y compris parce que vous l'avez vu également, que ce soit en Afrique, mais en Asie ou en Amérique latine, c'est une question aussi qui est forte, et encore en émergence, donc ça c'est une vraie question. Nous, on a pris l'habitude depuis, et on a eu la chance d'avoir un grand programme qui s'est appelé Escompte au début des années 2000, de travailler activement avec les chercheurs, et je crois que les ASQA aujourd'hui tirent un grand bénéfice de ces relations. C'est une réalité, c'est que les questions, et quand la pression réglementaire est arrivée sur les particules, clairement, on était au niveau de l'état de l'art, on était un peu sans filet, on n'était pas sur les solutions opérationnelles, on avait besoin de travailler avec les chercheurs, ça c'est important de l'avoir en tête. On a besoin de créer des interfaces plus durables. C'est vrai qu'on a ces notions de supersite sont pour moi l'occasion vraiment de mettre un peu de durabilité dans les observatoires. Alors, on est trop souvent, par nécessité financière souvent, mais conditionné par des projets. On a besoin, notamment dans le changement climatique, vraiment d'instances qui sont un peu plus pérennes. Donc vous l'avez compris, sur l'aérosol, on a encore des questions, hein, sur la part biogénique, sur le marin, mais bon, ça serait presque à l'infini. La question agricole, la question de l'air intérieur que je n'ai pas abordée, la question des nanoparticules qui a été un peu susurrée, mais c'est un vrai sujet quand même. Et au fond, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une information et une action qui soit vraiment au service de l'action, y compris dans ces domaines, quels que soient les niveaux, hein, que ce soit au niveau technologique. Nous, on s'interroge beaucoup sur la question des tunnels, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour traiter l'air des tunnels, par exemple, opérationnelle, ou alors souvent elles sont abandonnées. Sur la planification, hein, comment est-ce qu'on dispose d'outils plus intégrés sur ces 4 dimensions pour que ou le 5 avec l'économie, pour que les décisions elles se prennent de façon un peu durable, qu'on n'ait pas des contre-messages qui soient un peu compliqués à gérer. Et puis sur les leviers individuels, je vous en ai dit 2 mots, mais je crois qu'il y a vraiment là quelque chose qui est en marche et sur lequel, y compris la recherche, je pense, devra continuer à se pencher. Alors peut-être plutôt côté sciences sociales, mais on est aussi en attente de solutions techniques, hein, sur ces questions. Voilà, je vous remercie de votre attention.